la diplomatie algérienne aux Nations Unies. On entend pas mal de choses ces derniers temps, hein. Une présence plus forte, un activisme renouvelé, certains disent même un rôle remarquable. Oui, bonjour. Effectivement, il y a une visibilité accrue de l'Algérie à l'ONU. Ça interpelle et ça va, disons, au-delà de la simple routine diplomatique. On sent qu'il y a quelque chose qui se joue. C'est exactement là où on veut en venir. Pour cette exploration, on s'appuie sur une analyse assez détaillée qui décortique justement cette action algérienne récente. Et la question qu'on se pose, au fond, c'est est-ce que cette visibilité nouvelle, elle se traduit en influence réelle, concrète? Est-ce que ça fait bouger les lignes? Ou est-ce que c'est plutôt une stratégie d'image? Une posture peut-être habilement construite pour occuper un espace peut-être laissé un peu vide par d'autres acteurs sur la scène internationale. C'est une vraie question. Exactement. Et pour essayer d'y voir plus clair, l'analyse qu'on a se concentre sur deux dossiers emblématiques, hein, vraiment des constants de la diplomatie algérienne, la Palestine et puis le Sahara occidental. Oui, ce sont vraiment les deux piliers historiques de la politique étrangère algérienne, des marqueurs très forts. Parfait. Alors, commençons par la Palestine, si vous voulez bien. C'est sans doute le dossier où l'image de l'Algérie est la plus établie comme soutien indéfectible. Qu'est-ce que nos sources nous disent de spécifique là-dessus? Alors, ce qui ressort, c'est pas vraiment un changement de ligne. La position algérienne, elle est constante, ça c'est clair. Mais c'est plutôt une intensification. Une intensification très nette de son expression, de sa visibilité à l'ONU. D'accord. On a l'impression qu'ils mettent un peu les bouchées doubles pour réaffirmer cet engagement. Et ça se voit comment, concrètement? Au-delà des discours habituels, je veux dire. L'analyse met en avant l'activisme du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Il a été très présent, il a multiplié les interventions en insistant toujours sur cette constance algérienne. Mhm. Il y a eu un moment clé, apparemment, une conférence importante à New York qui portait sur la relance de la solution à deux États. Un sujet, bon, on le sait, soutenu internationalement, mais qui patine sérieusement. Oui, cette fameuse solution à deux États, donc l'Algérie la remet en avant avec force, hein. Et, C'est ça. et dans quel contexte exactement? Précisément. Et le contexte est absolument crucial. On est dans une période de tension extrême au Proche-Orient et peut-être aussi d'un certain flottement ou disons d'une réorientation des priorités chez d'autres grands acteurs arabes ou régionaux. D'accord. Du coup, la voix algérienne, qui martèle des principes constants avec une certaine vigueur, eh bien, elle résonne particulièrement fort. L'analyse suggère que ce timing, cette capacité à être là, à occuper le terrain médiatique et diplomatique à l'ONU en pleine crise, ça a beaucoup joué. Intéressant cette idée d'occuper un espace. Mais qui écoute au juste? Est-ce que ça va au-delà des soutiens traditionnels d'Alger? Le Sud global est non aligné, ce genre de cercle. Oui, l'écho a dépassé ses cercles habituels. Des médias internationaux, même occidentaux, qui sont parfois plus distants, ont noté ce rôle actif de l'Algérie. Ah oui, hein. Oui, l'expression locomotive diplomatique a même été utilisée, ce qui est assez fort. Locomotive diplomatique. C'est une image marquante, c'est vrai, surtout venant de certains observateurs. Et qu'est-ce qui explique ça alors? Au-delà de la constance, l'analyse donne des pistes? Oui, plusieurs choses. Il y a cette constance historique, bien sûr, ça donne de la crédibilité, mais l'analyse pointe aussi ce que vous disiez, une possible moindre présence ou un engagement différent d'autres acteurs arabes ou musulmans importants sur ce dossier à ce moment précis. D'accord. Les raisons sont sans doute diverses, hein, priorités internes, changements géopolitiques, la normalisation avec Israël pour certains, et donc l'Algérie, en tenant fermement sa ligne, se retrouve presque mécaniquement en première ligne, la voie principale pour cette cause à l'ONU. Donc un mélange de fidélité historique et d'opportunité liée au contexte. Et cette histoire, elle compte, j'imagine. L'analyse rappelle un fait assez fondateur. Absolument. C'est même fondamental pour comprendre la légitimité qu'Alger revendique. La transcription souligne bien que l'Algérie était le tout premier pays au monde. Le tout premier. Oui, le tout premier à reconnaître officiellement l'État de Palestine. C'était juste après la proclamation symbolique de Yasser Arafat, à Alger d'ailleurs, le 15 novembre 1988. Ce n'est pas rien. Non, effectivement. Être le premier, ça marque. Ça donne une profondeur historique, une légitimité au discours actuel qui est indéniable. C'est un capital symbolique très fort. Tout à fait. Et ce geste pionnier, il est régulièrement rappelé. C'est vraiment une pierre angulaire de leur diplomatie sur ce dossier. Ça ancre la position d'aujourd'hui dans une longue histoire et ça lui donne une légitimité, disons, de principe qui est difficile à contester. Une base solide pour leur activisme à l'ONU. Compris. Donc sur la Palestine, Algérie active, constante, voix amplifiée par le contexte, légitimité historique forte.
jusqu'à être vue comme une locomotive. Une image plutôt positive, globalement, même si on verra ensuite l'impact réel sur le terrain. Bon, passons à l'autre pilier, le Sahara occidental. Est-ce que c'est la même musique? Alors là, non. C'est là que le tableau se nuance, et même très fortement. Sur le Sahara occidental, on retrouve bien la marque de fabrique algérienne, la constance. Une constance absolue dans le soutien au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et au Front Polisario, bien sûr. Oui. Ça, c'est un dogme. Ça ne bouge pas d'un iota dans la politique étrangère algérienne. Mais alors, où est la nuance? Qu'est-ce qui change par rapport à la Palestine? La différence majeure, et l'analyse insiste beaucoup là-dessus, c'est la réception internationale. Autant la cause palestinienne, bon an mal an, recueille un large soutien de principe, au moins dans les mots, autant la position algérienne sur le Sahara occidental, elle est beaucoup, beaucoup plus clivante. Elle divise. Ah bon? Clivante. Pourtant, l'Algérie met en avant les mêmes arguments, non? Le droit international, les résolutions de l'ONU, le fameux référendum d'autodétermination que la MINURSO est censée organiser depuis, 30 ans. Si, bien sûr. L'argumentaire algérien repose entièrement là-dessus. Le droit international, les résolutions du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale, le principe d'autodétermination des peuples colonisés. Le problème, c'est que cette lecture du droit, cette interprétation des résolutions, eh bien, elle place l'Algérie en opposition, frontale même, avec le Maroc. Oui. Le Maroc qui revendique la souveraineté et propose son plan d'autonomie comme seule solution. Et là, c'est l'affrontement direct. Et cette confrontation avec le Maroc, j'imagine que ça déborde largement du cadre juste entre les deux pays. Ah oui, énormément. C'est une source de tension majeure pour tout le Maghreb, avec des conséquences sécuritaires, économiques, politiques. Mais au-delà de ça, cette position algérienne, elle complique aussi les relations avec des partenaires internationaux clés, y compris au Conseil de sécurité. Vous pensez aux Occidentaux, là? Oui, l'analyse cible assez directement les relations avec des pays comme les États-Unis ou la France, même s'ils soutiennent officiellement les efforts de l'ONU pour une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Dans les faits, ces capitales penchent de plus en plus vers le plan d'autonomie marocain. Elles le voient comme une base sérieuse et crédible. Et donc la position algérienne? La position algérienne, intransigeante sur le référendum avec option d'indépendance, elle est perçue par ces acteurs comme plus rigide, voire comme un blocage à une solution pragmatique. Donc les éloges qu'on entendait sur la Palestine, là, on oublie, hein. L'image de locomotive, ça ne marche plus du tout. Ah non, pas du tout. Au contraire, les soutiens clairs à la position algérienne sur le Sahara sont bien plus rares. Ils viennent de cercles assez définis. L'analyse parle surtout de l'Union africaine. Oui, logique vu leur position sur les frontières héritées de la colonisation et le fait que la RASD y soit membre. Exactement. Et puis, on trouve aussi du soutien chez certains pays d'Amérique latine ou d'autres pays attachés aux luttes de décolonisation, souvent issus des non-alignés, mais c'est à peu près tout. Mais pas les grandes puissances occidentales, ni même beaucoup de pays arabes ou africains. Non, le soutien est bien moins large, bien moins influent au niveau mondial. Les grandes puissances, surtout les membres permanents du Conseil de sécurité, sont beaucoup plus prudentes. Elles essayent de ménager la chèvre et le chou ou penchent en pratique vers la position marocaine jugée plus réaliste. L'analyse emploie même une formule assez dure. Elle dit que le soutien algérien au Polisario est diplomatiquement plus coûteux qu'avantageux. Plus coûteux qu'avantageux. C'est une évaluation assez directe. Ça veut dire quoi concrètement, ce coût? Il est multiple ce coût. D'abord, le coût politique direct. Cette tension permanente avec le Maroc qui bloque toute la région, toute intégration maghrébine. Ensuite, il y a un coût diplomatique avec les Occidentaux qui peuvent voir ça comme un facteur de rigidité. L'analyse ne dit pas si ça a des impacts sur d'autres coopérations, mais on peut l'imaginer. Hmm. Et puis, il y a un coût en termes d'image. Si la constance sur la Palestine donne une stature morale, celle sur le Sahara, même basée sur des principes similaires, peut être vue par certains comme, disons, une posture idéologique un peu dépassée ou un soutien obstiné à une cause sans issue réaliste. D'accord. Donc cette position renforce peut-être l'image d'une Algérie gardienne inflexible du droit, fidèle à son histoire, ce qui est sûrement important pour elle, hein, pour son opinion publique, mais ça ne lui rapporte pas le même genre de reconnaissance internationale que pour la Palestine. Elle est plus isolée sur ce front-là. C'est exactement ça. L'analyse conclut bien sur ce point. Une constance indéniable, une défense acharnée des principes, oui,
mais dans une position beaucoup plus solitaire et diplomatiquement plus chère à tenir. La fermeté est là, mais elle n'arrive pas à créer une vraie dynamique internationale en sa faveur. Premier plan. De l'autre, le Sahara occidental, une posture tout aussi constante, mais bien plus délicate, controversée, source de tension. Si on essaie de faire une synthèse, quel bilan on peut tirer de cette présence algérienne à l'ONU alors? Un bilan nuancé, j'imagine. Oui, très nuancé. Le premier truc qui ressort, c'est la cohérence. Ça, c'est sans doute l'atout majeur qu'on reconnaît à la diplomatie algérienne sur ces dossiers. Elle ne change pas de cap. Cette prévisibilité, c'est une forme de force. Mais ensuite, l'analyse montre bien que cette même cohérence, elle produit des effets très différents. C'est-à-dire? Sur la Palestine, cette constance, ajoutée à l'activisme visible et au contexte international dont on a parlé, ça lui donne une stature. Cette image de locomotive, elle marque des points symboliques, médiatiques, c'est clair. Mais sur le Sahara occidental? Là, la même constance donne une position perçue comme plus rigide, plus isolée des grands centres de décision. Elle est plus coûteuse diplomatiquement et elle alimente directement les tensions régionales. L'image, c'est celle d'une gardienne intransigeante des principes, oui, mais sans capacité visible à changer le cours des choses ou à rassembler assez de soutien pour imposer sa vue. Ce qui nous amène tout droit au cœur du paradoxe que soulèvent nos sources, non? Cette tension entrait presque, oui, paradoxale, entre d'un côté une défense des principes forte, visible, constante, parfois même saluée, surtout pour la Palestine, Oui, et de l'autre, le constat un peu brutal que sur le terrain, eh bien rien ne bouge. Ni la question palestinienne, ni celle du Sahara occidental ne progressent vraiment vers une solution. c'est exactement ça, le nœud du problème que l'analyse met en lumière. Ce qui est frappant, c'est cette décorrélation. Une décorrélation presque totale entre l'intensité de l'activité diplomatique, la visibilité médiatique, les éloges pour la persévérance et l'absence quasi totale de résultats tangibles, de progrès sur le fond. C'est vrai. C'est comme si la reconnaissance portait plus sur la posture elle-même, sur la constance dans l'affirmation des principes, que sur une quelconque efficacité à faire avancer les dossiers. Est-ce que l'analyse donne des pistes pour expliquer ça? Pourquoi cette décorrélation entre l'effort et l'impact? C'est propre à l'Algérie ou c'est plus général sur ces conflits enlisés à l'ONU? L'analyse ne va pas jusqu'à une théorie générale, non. Mais elle laisse entendre que dans le cas algérien, cette insistance sur la réaffirmation des principes pourrait aussi servir d'autres logiques, des logiques qui dépassent la seule recherche de solutions aux conflits eux-mêmes. Faut pas oublier les dimensions internes et régionales. Ah oui, très juste. C'est un point que la transcription aborde aussi. Ces positions sur la Palestine et le Sahara, ce ne sont pas juste des positions pour l'international. Ça a un écho énorme à l'intérieur du pays et dans la région. Absolument. La défense de ces deux causes s'est profondément ancrée dans l'identité nationale algérienne. Ça fait consensus dans l'opinion publique. C'est un héritage de la guerre de libération, du tiers-mondisme historique. Donc, tenir cette ligne fermement à l'ONU, ça sert aussi à souder la nation autour de valeurs fondatrices, à conforter la légitimité du pouvoir. C'est une dimension intérieure très importante. Et par rapport aux voisins étendus, au Maroc notamment. C'est l'autre clé de lecture essentielle. Dans ce contexte de rivalité intense avec le Maroc, affirmer ses positions avec force à l'ONU, ça permet à l'Algérie de se présenter comme une puissance régionale stable, fidèle à ses principes, garante du droit, par opposition à une politique marocaine qu'Alger perçoit comme basée sur le fait accompli. D'accord. Donc cette diplomatie onusienne très visible, elle est complètement liée à cette compétition pour le leadership au Maghreb. C'est un jeu sur plusieurs échiquiers en même temps. On comprend mieux leur complexité, effectivement. Ce n'est pas juste une affaire d'influence à New York, c'est lié à l'image interne, à la posture régionale. Bon, pour résumer notre exploration avant la question finale, on a vu une diplomatie algérienne qui gagne en visibilité à l'ONU, c'est indéniable, portée par une constance remarquable sur deux dossiers clés, Palestine et Sahara occidental. C'est ça. Sur la Palestine, cette constance, aidée par le contexte, lui vaut cette image de locomotive, de leader moral, une certaine reconnaissance internationale, même si sur le terrain, ça reste bloqué. Alors que, sur le Sahara occidental, la même constance donne une position tout aussi ferme, mais beaucoup plus clivante, plus coûteuse diplomatiquement, source de tension. Ça renforce l'image de gardienne du droit, mais de façon plus isolée et sans plus de succès pour débloquer la situation. Et le paradoxe central qui ressort, c'est bien ça, une reconnaissance de la posture, de la fidélité aux principes, mais face à une inertie totale des dossiers sur le terrain. Beaucoup de visibilité, beaucoup d'activités diplomatiques, mais qui ne semblent pas pour l'instant se traduire en influence capable de changer la donne.
Ce qui nous amène tout logiquement à la question de fond, hein, celle qui reste un peu en suspens après cette analyse et qui donne à réfléchir. Toute cette visibilité algérienne, cette posture forte à l'ONU, cette image de locomotive sur certains points, est-ce que ça pourrait, à terme, se transformer en influence réelle? Oui, une influence capable de vraiment peser, de faire bouger les lignes sur ces dossiers si complexes, si enlisés depuis des décennies. Ou est-ce que ça restera avant tout ce que ça semble être aujourd'hui, c'est-à-dire une affirmation de principe forte, symboliquement reconnue, saluée pour sa cohérence, mais dont les effets concrets sur l'avenir de la Palestine et du Sahara occidental resteront finalement limités? Et c'est toute la question, en effet. L'interrogation sur l'efficacité à long terme de cette stratégie. Une question ouverte, hein. La réponse dépendra sûrement de beaucoup de facteurs, l'évolution des contextes régionaux, internationaux, et peut-être aussi de la capacité d'Alger à adapter ou pas son approche. Voilà de quoi suivre ça de près.